Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale avec un invité de marque. Il s'agit de Mathias Ndian, économiste et politique, premier secrétaire de l'UPRN et président de l'ARD, alliance politique faisant partie du mouvement collectif des partis de l'opposition et du FOCAD. Avec Mathias Ndian, dans le cadre de cette émission, nous allons scruter un peu la vie de la nation, principalement dans son volet économie. Donc, l'on parlera économie générale avec toutes ses facettes. On parlera finances publiques, on parlera aussi de la banque au Congo, on parlera également du social, où l'on évoquera les logements sociaux et la sécurité sociale au Congo, avec ces différentes réformes initiées par le gouvernement en place. Et bien évidemment, puisque nous l'avons présenté comme un politique, on parlera aussi de politique avec les différentes actions de la famille politique à laquelle il appartient. Je veux parler de l'opposition. Et l'on parlera également de la santé pour rester dans le volet social. L'on débouchera pour clore cette émission avec une information liée à l'actualité internationale. Il s'agit de la question des migrations avec ses corollaires et ses conséquences sur le continent européen. Question qui s'est invitée à la dernière rencontre Afrique-États-Unis qu'abrite le Gabon en ce moment. Le décor planté, je n'anime pas seul cette émission. Nous l'avons voulu, en tout cas, large diffusion, et nous avons fait appel à quelques confrères qui vont donc m'accompagner. Ceci dit, voici, mesdames, messieurs, tout de suite, la première question qui est liée à l'économie générale, qui est réservée à notre invité. Mais avant, nous voudrons lui dire merci d'avoir accepté de nous recevoir et de passer cette émission avec nous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Voilà. Je vous ai présenté tout à l'heure comme économiste chevronnier, tout le monde le sait, même si vous êtes à la retraite, mais on n'a jamais fini lorsque on connaît un domaine en cas de sciences aussi pointu que celui des finances. Nous sommes là dans les sciences exactes, donc nous nous adressons à un expert en la matière. Vous avez donné la preuve de votre expertise tout le long de votre carrière, tout le monde le sait au Congo. Voici donc la première question. Vous avez été ministre de l'économie dans ce pays, des finances et du budget. Quel regard portez-vous sur l'économie congolaise d'aujourd'hui? Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de notre pays, notamment en ce qui concerne sa situation actuelle. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que l'économie congolaise en réalité n'a pas changé. Parce que ce qui fonde l'évolution d'une économie, c'est le modèle sur lequel elle est assise. Le modèle économique du Congo, c'est un modèle qui fait du Congo, de l'économie congolaise, une économie de rente. L'économie de rente, tout le monde sait, c'est une économie qui ne produit que les matières premières pour l'exportation. Vous connaissez notre pays. Lorsque nous avons accédé à l'indépendance, la principale matière première d'exportation était le bois et les produits agricoles, c'est-à-dire le café, le cacao et un peu l'huile de palme. Depuis que nous avons accédé à la souveraineté internationale et à partir de 1968, il y a eu cette opération inattendue liée à la découverte du pétrole à la pointe indienne, premier pays de découverte, on a découvert le pétrole à la pointe indienne, et au fil du temps, les découvertes sont devenues très importantes. Ainsi, le pétrole a supplanté le bois, a supplanté le cacao, a supplanté le café et l'huile de palme. De sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cacao dans notre pays. Quelques exploitants dans la Sangha exportent, vendent au Cameroun, mais c'est vraiment l'infime partie, même pas 100 tonnes. L'huile de palme a complètement baissé. Il y a une consommation locale des ménages, mais vendre, ça ne se fait plus
Donc on ne parle plus de ça comme produit économique. La forêt également aussi a baissé. La production du bois n'est plus la même qu'il y a quelques années, de sorte que notre économie repose essentiellement sur l'exploitation du pétrole, qui est le plus grand contributeur au budget de l'État congolais. Alors, si vous prenez les secteurs économiques, nous avons le secteur primaire, c'est essentiellement ça, le pétrole, le bois. Ces derniers temps, on a réussi à mettre en mouvement l'exploitation de quelques mines, le fer notamment, mais le marché international a bloqué l'investissement. On n'investit plus, puisque les chutes avec la contraction de l'économie chinoise a fait en sorte que pratiquement les investissements ralentissent. Parce qu'on investit pour perdre, on investit pour gagner de l'argent. Tout à fait. Ensuite, nous avons le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est l'industrie. Regardez dans notre pays. L'industrie, c'est essentiellement en dehors de la raffinerie, c'est l'industrie alimentaire. L'industrie alimentaire, c'est quoi? C'est la production des bières. Les Congolais sont synonymes de cela, puisqu'ils ne consomment que la bière, c'est l'industrie alimentaire. Il y a un peu le sucre en Cailly, mais ce sucre-là, vous voyez, on importe davantage qu'on ne consomme le sucre intérieur. Avec un quota d'exportation sur l'Union européenne qui se limite là. Bon, c'est vrai, nous sommes une petite population de 4 millions d'habitants, il n'y a pas un marché intérieur capable de soutenir une économie. Donc, mais enfin, il faut revoir la question du modèle économique. Et ensuite, nous avons le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, généralement, c'est les services. Et aujourd'hui, vous avez les services qui sont les services traditionnels, mais vous avez le numérique qui prend de l'ampleur. Or, dans notre pays, les services les plus importants, c'est les services marchands. Vous voyez les petites échoppes des commerçants ouest-africains, quelques bricoleurs congolais à travers les rues des grandes villes, même de certains villages. C'est ça l'économie congolaise. Donc c'est une économie qu'on peut considérer encore comme une économie atone, c'est-à-dire qui n'est pas dynamique, malgré le fait qu'on vous proclame les taux de croissance de 6%, de 7% et aujourd'hui de 5%. Ces taux de croissance ne signifient absolument rien. Pour parler de la croissance, on y reviendra, monsieur le ministre. Voilà, merci. Alors, on sait également que la santé économique d'un pays se juge par rapport à son PIB. La croissance du PIB réel affichée pendant plusieurs années a-t-elle permis la réduction de la pauvreté et la diminution du chômage selon votre lecture? Pas du tout, pas du tout. Parce que le PIB, il croît en volume, simplement parce que le volume de pétrole a augmenté. Vous voyez, nous sommes passés de 21 millions de barils en 1968, même pas moins de 21 millions. Nous sommes aujourd'hui, on a frôlé, on a dépassé les 100 millions de barils. De sorte que c'est le volume de pétrole qui a impulsé l'augmentation du PIB. Regardez, en 2002, nous avions à peine 2000 milliards de PIB au total, au prix courant. Aujourd'hui, on frôle les 7000 milliards. En 2014, en tout cas, on a frôlé les 7000 milliards avec 6959 milliards exactement. On a frôlé cela. Alors, c'est le pétrole qui taille la part du lion. Le pétrole à lui tout seul, c'est plus de 59%, presque 60% du PIB. Alors, celui qui reste des 40%, il faut le répartir entre le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Mais le pétrole prend le plus gros morceau. Or, le pétrole, c'est une matière brute qui est exploitée, qui est exportée. C'est à travers donc le budget d'État qu'il devait avoir une redistribution. Mais la redistribution, c'est à travers quoi? Le pouvoir d'achat. C'est à travers les services sociaux de base, l'hôpital, l'éducation, etc. Or, vous regardez dans notre pays, le pouvoir d'achat est très faible, donc les Congolais ne peuvent pas consommer. Il n'y a même pas une classe moyenne capable de consommer. Vous avez la santé qui est complètement en crise, l'éducation qui est en crise, donc il n'y a pas de redistribution. Le PIB a augmenté, mais il n'a pas assuré ce qu'on appelle la diffusion. Lorsque le taux de croissance augmente dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle la diffusion. Vous sentez dans les restaurants, vous sentez dans le comportement des gens, dans leur façon d'acheter, leur comportement d'acheteurs, de producteurs, d'utilisateurs de services. Et comment devait se faire la redistribution pour que l'on ressente qu'il y a croissance effectivement? Alors, pour qu'on ressente, d'abord à travers le pouvoir d'achat, il faut que le pouvoir d'achat s'élève. 2, qu'il y ait création d'emplois. Vous voyez qu'il n'y a pas de création d'emplois, au contraire, le chômage ne fait qu'augmenter. La personne qui crée un peu d'emploi, il n'a que l'État. Mais quels emplois? C'est toujours dans la force publique. Un pays de 4 millions d'habitants qui a une fonction publique pléthorique. Il n'y a pas de fonction publique territoriale. Donc il y a une organisation. Vous voyez beaucoup de fonctionnaires qui chôment, allez dans des ministères, vous verrez des gens qui déambulent dans les ministères. Alors que nous avons opté pour une économie de marché.
une économie de marché suppose qu'il y a création d'entreprises, qu'il y ait compétition. Ici, aujourd'hui, nous avons un ministère de PME. Nous sommes des PME. Il y a compétition, il faut donc qu'il y ait création d'emplois. Absolument. Qu'il y a création d'entreprises, qu'il y ait création d'emplois. Pourquoi? Mais parce que la décision d'investissement a été mauvaise. Elle était mauvaise. Comme je vous ai dit, c'est d'abord le modèle économique de base. Hein, je crois que dans la salle ici, il y a qui font des études d'économie. Le modèle économique, c'est très important. Même si vous êtes seulement 900 000, regardez le Gabon, a presque moins d'1,5 million d'habitants. Mais on peut faire du Gabon une grande économie. Comme nous sommes 4 millions, on peut faire une grande économie. D'abord, nous avons un marché à côté là, les plus de 60 millions de Congolais de l'autre côté. Ils ont besoin de consommer, les services et les biens de base. Mais pourquoi le Congo ne peut pas s'intéresser à ce marché en créant des entreprises ici pour ce marché? Nous pouvons produire pour l'extérieur. Regardez ce qu'on appelle les géants, les éléphants asiatiques. Qu'est-ce qu'ils font? C'est parfois des petits pays qui exportent. Je vous donne l'exemple de la Suisse. La Suisse a 6 millions d'habitants, donc c'est un marché aussi restreint comme le nôtre. Mais la Suisse est une économie dynamique, une économie développée. Voilà comment on peut faire. Donc, à partir du modèle économique, il faut créer des entreprises qui créent des emplois. Au lieu les Congolais consomment le poulet qui est importé, qu'on appelle ça bébé adoula, qui est importé de l'extérieur. Mais nous pouvons produire le poulet. Nous consommons les frites, les pommes, les fruits qui sont venus de l'extérieur, alors que nous sommes un pays producteur de pommes de terre. On peut développer la pomme de terre. On peut développer beaucoup de choses. C'est très simple. Il suffit de faire ce qu'on appelle la carte économique du Congo. Nous avons 10 régions. Chaque région a des potentialités propres. Alors il faut les spécialiser. J'entends parler de zones économiques privilégiées, mais c'est une rigolade. Zones économiques spéciales. Spéciales, mais c'est une rigolade. Ce n'est pas la gestion du port de l'hôtel d'Oyo qui va en faire une zone économique. Est-ce que l'hôtel peut faire une zone économique? Cet hôtel-là, qui n'a même pas de clients, qui n'a rien, n'ajoute rien. Qu'est-ce que ça peut faire comme impulsion dans une économie d'un pays? Rien du tout. Le concept est tout à fait différent. Il faut partir donc des potentialités régionales de notre pays et faire de chaque région une zone économique spéciale dans sa spécificité, dans ses potentialités. Et en ce moment, nous pouvons... C'est dans cette logique-là que ces zones économiques spéciales ont été créées. Mais pourtant, ça n'a jamais été appliqué. Peut-être que ça va venir, mais enfin... Mais vous en connaissez l'initiateur. C'est Mathias Zor qui était le premier à parler des zones économiques privilégiées dans ce pays. Lorsque j'ai fait le premier programme PIPC dans ce pays, qui n'a jamais été appliqué, malheureusement, et c'est là que j'avais déjà trouvé l'idée qu'il fallait partir sur cette base-là, encourager les investisseurs dans notre pays. Mais ça suppose que nous avons un modèle économique qui donne la possibilité de bien faire l'investissement. Parce que la décision d'investissement est très importante, même dans une entreprise. Si vous créez une entreprise et que votre décision d'investir est mauvaise, votre entreprise ne se développera jamais. C'est exactement le même le pays, c'est pareil. On constate, Monsieur le ministre, que malgré l'importante ressource consacrée à l'investissement par le gouvernement, la diversification de l'économie tarde à venir. Mais justement, il ne suffit pas de jeter de l'argent comme ça pour qu'il y ait une diversification économique. Non. Il faut une décision d'investir. Mais vous regardez vous-même, quand on regarde les investissements dans notre pays, les plus gros investissements sont les municipalisations accélérées. Les municipalisations accélérées, c'est quoi? On va dans un village, on fait une rue, on construit la résidence présidentielle, on construit un stade de football, et puis les gens viennent défiler, on construit un héliport pour que le président puisse se poser, ou un aéroport que les chefs d'État étrangers viennent se poser. Mais ça n'entraîne pas le développement économique. Il y a la zone industrielle de Limbamou. La zone industrielle de Limbamou, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On a déjà vu quelques usines qui ont... Mais les usines, c'est quoi? On fabrique des plastiques, des trucs comme ça, mais ça n'utilise même pas la matière première du Congo. Ce n'est pas ça l'industrialisation d'un pays. Il faut partir du produit local pour créer l'industrie. Vous voyez, je vous donne l'exemple du cacao. Si nous avions, mais la Côte d'Ivoire est devenue industrielle à partir du cacao, si nous avions développé la production cacaoyère, qu'est-ce qu'il fait? Nous aurons exporté le cacao, en même temps, nous aurions transformé le cacao sur place, en fabriquant du chocolat, les poudres à consommer, etc., même le beurre à partir du cacao. C'est ça l'industrialisation. L'huile de palme, ce n'est pas le brut. Nous aurions pu exporter l'huile de palme brute et raffiner l'huile de palme sur place, fabriquer des lessives, c'est-à-dire le savon pour le linge, le savon pour... et même le beurre à consommer avec l'huile de palme. C'est ça qu'on appelle l'industrialisation. Mais ce n'est pas des bricoles qu'on fait à Maluku. Non, ça ce n'est pas l'industrialisation.
Vous appelez ça des bricoles. Ok. On va laisser un peu l'économie générale pour parler finances publiques, encore un domaine que vous connaissez très bien. Dans votre exposé, vous avez relevé que la part de la dette du Congo dans les PIB est passée de 20% en 2010 à 36,5% en 2014. Comment pouvez-vous expliquer l'augmentation de cette dette alors que, parallèlement, le budget de l'État affiche d'importants excédents budgétaires? Voilà, et c'est ça l'hérésie congolaise, pour ne pas appeler ça le ridicule congolais. En 2010, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. C'est-à-dire nous avons négocié, malgré le fait qu'à l'époque déjà, nous présentions le profit d'un pays à revenu intermédiaire. Donc on n'aurait pas pu bénéficier de l'IPPTE. Mais quand même, avec les interventions des pays amis, nous avons bénéficié de l'IPPTE. L'IPPTE nous a permis d'arriver au point d'achèvement par l'abandon de plus de 90% de la dette extérieure. Voilà pourquoi on a réduit notre dette au niveau compatible avec nos engagements extérieurs de 20%. Mais de 2010 à 2014, nous atteignons aujourd'hui 36,5%. Donc il y a une explosion de la dette qui ne s'explique pas. Surtout que à partir de 2003, le budget congolais a commencé à dégager des excédents. Donc, nous n'avions pas besoin d'emprunter pour payer. Et si nous devons emprunter, en complément, c'est à des taux concessionnels. Quel est le rôle justement des excédents? Bon, le rôle des excédents, d'abord il faut qu'on les voie. Il faut qu'on les voie. Qu'on voit ces excédents. Dans notre pays, j'ai toujours dit, et ici, que ces excédents ne sont pas dans notre pays. Donc, ce sont les travaux chinois. Vous savez que le Congo a des dépôts en Chine. Ce n'est pas un secret, je peux vous le dire. Le Congo a des dépôts en Chine. La preuve, c'est en 2014, pour boucler le budget, on a pu faire venir de la Chine 141 milliards de nos dépôts là-bas. 141 milliards venus de Chine. Donc, le Congo a de l'argent à l'extérieur. Mais pourquoi aller emprunter dans un pays alors que vous avez de l'argent? Alors, on vous dira que la route Brazzaville-Pointe-Noire, on a su financement chinois. Mais non, nous avons fait, on devait avancer de l'argent nous-mêmes. Mais on n'a pas payé. Alors les Chinois balancent dans la dette. L'aéroport de Brazzaville, surfacturé. Regardez les travaux qu'on a fait ici. Moi, à mon avis, ça ne devait pas atteindre 100 milliards. C'est presque 250 milliards. Donc c'est surfacturé. Il y a détournement et surfacturation. Regardez l'immunisation accélérée. Partout, on a dit 400 milliards. Faisons un petit audit. Dans la Likwala, 405 milliards, dans le Poul, 550 milliards, dans les plateaux, 430 milliards, dans la cuvette ouest, 350 milliards, et récemment à Ouesso, 400 milliards. Ce genre de municipalisation, il suffit de regarder sur le terrain, faisons une évaluation. Vous voyez, on a appelé des étudiants en sciences économiques ici, ça peut être un test d'aller évaluer les investissements sur place. Faites une évaluation, on n'excédera pas 200 milliards. Où est la différence? Vous venez de parler de la Chine. Est-ce Oui. que la coopération avec la Chine, finalement, vous entendez parler, n'est pas égalitaire ou équitable? Bon, égalitaire ou équitable, je ne pense pas. Voilà le problème. Gagnant-gagnant. Voilà la coopération avec la Chine. Je ne pense pas que ce soit gagnant-gagnant. D'abord, nous déposons l'argent en Chine, à la banque chinoise, la banque de Chine, il y en a aussi à Hong Kong. Le problème de savoir, cet argent-là, c'est placé. Si cet argent est placé, il est producteur d'intérêts. Ces intérêts doivent être reversés au trésor congolais. Le trésor, ici, vous pouvez demander, fouiller toutes les écritures du trésor, il n'y a aucune trace d'intérêt. Et ensuite, ce n'est pas au nom du trésor congolais. Et ensuite, c'est en violation des règles de la communauté et des règles de la zone franc. Nous n'avons pas le droit, nous, d'entretenir des dépôts à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous avons une monnaie commune qui s'appelle le franc CFA. En considération des conventions signées avec les autres pays, les 6 pays membres de la communauté de la CEMAC, là, nous n'avons pas le droit de le faire. Nous devons garder 50% de nos réserves extérieures dans les comptes d'opération qui est géré par le Trésor français et 50% géré par la Banque centrale dans les endroits où elle désire investir au nom des États. Mais nous ne faisons pas ça, nous plaçons de l'argent là-bas. Ce n'est pas sérieux. Regardez, cette année, en 2014, en plus de 141 milliards qui sont venus de Chine, nous avons fait venir 427 milliards des banques étrangères. Quelles sont ces banques? Où sont-elles localisées? Ce n'est pas sérieux. Donc, la dette, c'est les impayés. Et comme on fait souvent des opérations avec les Chinois, quand nous ne payons pas, les Chinois passent l'écriture directement en emprunt. C'est ça qui a fait gonfler la dette. Et en plus, vous savez que personne, même moi qui vous parle,
je n'ai jamais lu un contrat avec les Chinois. À quelles conditions nous sommes endettés? Alors que lorsqu'en 2010 nous atteignions le point d'achèvement, il était très clair. Le Congo ne peut plus s'endetter qu'à des taux constitutionnels. Vous parlez de la dette? La dette. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale ont demandé au Congo de leur produire les conventions signées avec les Chinois. Jusqu'à présent, non. On n'a jamais produit ça. Donc nous avons quelque chose à nous cacher. Donc sur ce plan, ce n'est pas égalitaire. Sur le plan, l'autre plan, vous savez que la Chine est un des pays les plus acheteurs de notre pétrole. Et nous vendons à la Chine à un prix préférentiel, avec un décart de $5 par rapport au marché. Qu'est-ce qui fait que nous devons diminuer les ventes à la Chine de $5? $5 c'est beaucoup par baril. Pourquoi on le fait alors que le marché nous offre plus? Si nous avions la possibilité de tirer profit de la compétition, c'est-à-dire la concurrence sur le marché, on gagnerait certainement beaucoup plus que ça. Donc on est un peu défavorisé dans cette affaire-là. Vous parlez de la Chine, vous parlez du pétrole et vous parlez de la dette finalement. Lors d'une de vos conférences de presse, vous avez souligné que la SNPC, via sa filiale de Coraf, devait près de 34 millions ou milliards, si je ne m'abuse, mais enfin vous apporterez la précision, à ses fournisseurs. Pouvez-vous nous expliquer le mécanisme qui régit les relations entre la SNPC et ses fournisseurs en matière d'approvisionnement? Vous savez que la Coraf était une entreprise d'État. La SNPC est issue de la privatisation de Hydro-Congo. On a dû créer une autre société à la place pour ne vendre que la part du pétrole qui revient au Congo. Vous savez qu'avec les sociétés pétrolières, nous sommes en convention de partage de production. Lorsque la société pétrolière comme Total produit, elle défalque tout ce qui est coût pétrolier, c'est-à-dire les emprunts contractés, les intérêts, etc. et les autres charges de production. On déflaque, il reste ce qu'on appelle le profitole. Ça, c'est partagé entre le Congo et nous. Avant, eux, ils vendaient et nous donnaient de l'argent lorsqu'on était sous le régime de la redevance. Maintenant, ce n'est plus ça. On nous le donne en produit brut. Mais le produit brut, avant la création de la SNPC, nous confions la vente également à ces mêmes sociétés. Ce qui était mauvais parce qu'on ne sait pas à quel prix ils vendaient. Voilà pourquoi on a créé la SNPC, pour vendre la part du Congo. Et pour vendre la part du Congo, on a dû signer un accord entre la SNPC et l'État. Pour que, une fois la SNPC a encaissé les fonds de la vente du pétrole, dans les 72 heures qui viennent, doit reverser cet argent au trésor. Ça n'a jamais été ça, ça ne s'est jamais pratiqué. De sorte que la SNPC va commencer par gère aujourd'hui les ressources de l'État. Et c'est comme ça qu'on lui a confié en même temps la gestion de la raffinerie. De façon opaque, on peut dire. Tout à fait opaque. Mais alors que l'ITIE vient de démontrer que la gestion du pétrole du Congo est un peu plus transparente. Pas du tout. Mais l'ITIE vous prend seulement les déclarations de l'État. Attention, les organismes internationaux, c'est ça qui est le défaut, viennent et s'adressent aux gestionnaires. Vous faites des déclarations, ils prennent. Dans ces déclarations, il y a le maquillage, il y a le mensonge, il y a tout. C'était un espèce d'inspecteur blousé. Ben absolument. Vous avez trouvé le mot. Je vais vous expliquer. Alors, donc, la Coraf ne produit pas de pétrole. La Coraf, parce que ce sont les sociétés pétrolières ici, l'ENI et Total, qui lui fournissent en brut du pétrole. Et ceci est comment? C'est une affaire, attendez, on dirait un marché, il y a un truc ici là. Je vais vous montrer sur le tableau comment ça se passe. Voilà. Vous avez ici Total et ENI. Et vous avez Coraf. En principe, ces sociétés fournissent directement à Coraf, mais à un prix. À un prix. Et nous avons ici l'État congolais. Coraf qui fait uniquement du raffinage. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces sociétés fournissent du brut à Coraf, mais sous la garantie de l'État. L'État apporte sa garantie. Maintenant, pour nous les consommateurs, pour que le pétrole ne soit pas trop cher, qu'est-ce qu'on fait? Et l'État subventionne 12% des achats de Coraf aux sociétés pétrolières. Qu'est-ce qui gagne finalement l'État en faisant comme ça? Ben, l'État ne gagne pas, mais l'État gagne à la pompe. À la pompe, le prix
à deux composites. Vous avez un prix composite plutôt avec deux composantes. Vous avez le prix initial donc de Coraf qui prend ses coûts plus le bénéfice. Et vous avez les taxes, notamment la TVA pétrolière. Cette TVA est reversée directement à l'État. Vous voyez? Donc, ici, lorsque Coraf ne paye pas les contracteurs, qu'est-ce qu'on fait? On met en jeu la garantie de l'État. On met en jeu la garantie de l'État. Et cette garantie-là peut se faire de deux façons. Soit par versement direct à partir du budget, donc du trésor. Le trésor peut verser. Soit par rétention sur la part que les sociétés versent à la SNPC. Vous voyez? La SNPC qui prend le brut. Donc la part qui revient au Congo, si l'État n'a pas payé, mais eux ils peuvent pomper directement là sur la part reversée. Par la faute de la Coraf. Par la faute de la Coraf. Or la Coraf est gérée par... L'État ne récupère pas directement à la Coraf qui n'a pas reversé. Ah, c'est ça la gestion de notre pays. On revient à la question financière. La convention, je vous ai parlé tout à l'heure. Comment ça se passe? Lorsque la CNPC vend, dans les 72 heures, je vous ai dit, le produit de la vente devait être reversé au Trésor congolais et le Trésor paye la commission de vente à la SNPC qui fait son budget. Mais aujourd'hui, non. De sorte que nous avons en réalité deux ministres des Finances. Nous avons le ministre des Finances qui dépense, qui est le ministre des Finances, ministre de l'économie et des Finances du budget. Aujourd'hui, c'est Gilbert Ondongo, c'est lui qui dépense. Et nous avons le vrai ministre des Finances, c'est le chargé des ventes de la SNPC. Le directeur, qu'on appelle ça le directeur de la VAL, de la SNPC qui vend et qui décaisse au gré des demandes, des instructions qu'on lui donne de verser un peu d'argent au trésor directement. Le reste... C'est donc géré comme une poche privée. Bah absolument. C'est géré comme une poche privée et c'est ça qui est très grave. D'où la présence des ressources importantes à l'extérieur qu'on fait venir parce que le budget a des problèmes. Et ce n'est pas le ministre des Finances qui fait venir. C'est la SNPC qui fait venir pour le ministre des Finances. Et c'est très grave pour un pays. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas développer notre pays parce que la gestion est très chaotique. Hein? Je pense que les spécialistes du budget ne peuvent pas l'accepter. On ne peut pas accepter dans un pays. C'est très grave et nous ne pouvons pas avoir une politique budgétaire dynamique. Regardez, en 2014, le prix du pétrole s'est contracté. Heureusement qu'il y a eu une légère augmentation de la production. Mais il n'empêche que nous avons fait les prévisions budgétaires sur une base erronée qui était de $70. On fait un budget de $70, mais aujourd'hui le dollar est à moins, le brut du baril est à moins de $50. Mais notre budget corrigé, il est toujours à $50. Jusqu'à présent, on n'a pas corrigé. Et l'Assemblée n'a même pas encore voté. Ce qui fait qu'il n'y a pas l'automatisme dans le budget parce que avec cette situation, j'ai l'impression que c'est difficile de gérer de cette façon-là. Donc il faut réguler le modèle, même budgétaire, en ce moment-là. Comme on dit à dit de l'économie, nos finances publiques sont gérées de façon chaotique. C'est vrai, les organisateurs, certains internationaux viennent raconter, oui, le gouvernement nous encourage. Non, c'est une catastrophe. D'accord. On va prendre la dernière question pour clore sur ce chapitre de finances publiques. Et comme on évoquait la question du pétrole, oui. Tout le monde sait qu'il y a baisse du prix du baril du pétrole qui devrait normalement entraîner des changements à la pompe pour le consommateur que nous sommes. On a constaté qu'il n'y a pas de changement jusqu'ici à la pompe. Est-ce qu'on peut mettre ça au compte de l'effort fourni par le gouvernement avec sa méthode d'excédent qui sont bien gérés et qui nous a d'ailleurs permis, enfin je parle en profane, de supporter la crise économique internationale. Le Congo n'a pas trop subi de secousses, tout le monde s'en est rendu compte. Qu'en dites-vous? Oh, attention. Bon, c'est vrai, le prix devait baisser à la pompe. Normalement, c'est le consommateur qui paye le prix. Ce n'est pas l'État. C'est nous qui payons le pot cassé aujourd'hui. C'est le consommateur. Tous les gens qui ont des voitures, des motos et tout ça, c'est eux qui payent. Normalement, nous devrions protester auprès de l'État pour que le prix suive l'évolution du prix international. Donc il y a une extorsion irrégulière des ressources des ménages
à travers le maintien du prix actuel. Donc ça devrait baisser. Ah bon? Eh oui, il faut jouer la transparence. Le prix baisse et l'État dit, en baissant le prix, moi j'ai un manque